Je pense que le plus gros défi pour moi, ça a été de maîtriser mes émotions et puis de faire la part des choses. C'est vrai qu'au début de Frapp, au lancement, j'ai vite eu beaucoup de responsabilités d'un média. Donc c'est quelque chose que je maîtrisais pas vraiment. À la base, moi, je suis ébéniste. Après, j'ai fait une maturité. Après, j'ai fait une formation dans le marketing et autres. Mais c'est vrai que j'ai eu cette expérience de Radio Fribourg, mais je connaissais pas vraiment les médias numériques et autres. Je connaissais pas non plus qu'est-ce que ça faisait d'avoir une plateforme qui était online 24/24 et 7/7. Donc ça, c'était aussi quelque chose qu'il a fallu apprendre à gérer avec toutes les frustrations et les peurs qui vont avec. Ben voilà, nous on a dit on veut faire une application fribourgeoise par les fribourgeois. Et puis on a envie vraiment de travailler avec cette économie locale. Et puis on a dit on veut vraiment 80% minimum de publicité fribourgeoise sur l'application. Donc voilà, nous si vous venez sur Frapp, vous verrez relativement peu de publicité nationale, vous verrez peu de pubs Booking, EasyJet et autres, parce qu'on essaye de rester le maximum fribourgeois. Salut Maxime. Salut Maxime. Plaisir de te recevoir aujourd'hui sur le podcast In Progress. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'y avoir répondu. Je me permets pour commencer de te présenter en quelques mots. Maxime Sédou, directeur de chez Frapp, plus largement Mediapark SA à Villars-sur-Glâne. Donc Frapp, c'est l'actualité nationale et internationale en médias numériques via une application qui a été créée maintenant il y a 4 ans et demi. 4 ans et demi, qui a passé les 100 000 téléchargements. Absolument. Félicitations déjà pour ça, c'est déjà une sacrée réussite. Vous mettez en lumière les secteurs variés comme la culture, l'économie, le sport, la musique et les événements à travers l'application. Et il y a une petite citation que je crois que tu aimes bien, c'est « Si tu te donnes les moyens et que tu t'impliques, il y a toujours quelqu'un qui te donnera une opportunité ». Ouais, c'est vrai, c'est absolument vrai. C'est vrai que dans mon parcours, je me suis toujours demandé à quel point j'étais légitime pour être directeur de Frapp. Ouais. Ça, c'était vraiment quelque chose pour moi qui me pesait en fait toute la journée, parce que je me suis dit, mais Maxime, finalement, t'as pas une immense formation, tu viens pas vraiment du milieu média à la base. Il faut savoir que je suis ébéniste à la base. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris une formation dans le marketing événementiel, relations publiques et communication. Et puis, j'ai pu arriver à la radio, à Radio Fribourg, en fait, il y a maintenant 8 ans, un peu plus de 8 ans. Et puis, j'ai remarqué que c'est vraiment en m'impliquant que les personnes m'ont fait confiance et puis m'ont permis un peu de gravir les échelons, m'ont donné justement les moyens de mes ambitions. Donc voilà, j'étais de loin pas, je pense, le plus intelligent de la bande, comme on dit, mais par contre, j'étais très impliqué, j'étais un gros bosseur, je travaillais dur, et je pense que c'est ça qui m'a permis de gravir les échelons, puis maintenant, aujourd'hui, d'avoir, entre guillemets, les moyens de faire ce que j'ai envie de faire, et puis d'axer le média là où j'ai envie de le mener. J'aime bien par quoi tu commences, parce qu'effectivement, je pense que dans le domaine de la communication marketing général, le côté couteau suisse, le côté aussi vouloir apprendre, faire, se planter, recommencer, tout ça, c'est une qualité qui est énorme. On croit souvent qu'on prend une compétence puis qu'elle est acquise, mais en fait, déjà, ça évolue en permanence. Et puis deux, il faut être bosseur, quoi. Il n'y a pas vraiment de miracle. Mais, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment être bosseur. Couteau suisse, j'aime beaucoup aussi beaucoup ce terme, parce que c'est vrai que dans un média comme le nôtre, par exemple, on fait de l'actualité, on fait une partie un peu événementielle, une partie lifestyle, mais il y a aussi, au-delà de l'information et du contenu que vous retrouvez sur Frapp, il y a tout ce qu'il y a derrière. Il y a la technique, il y a la commercialisation, il y a le management des gens et tout. Et puis c'est vrai qu'il faut avoir plein de cordes à son arc. Et puis surtout, c'est tout un parcours. Je dirais le couteau suisse, il s'agrémente chaque année avec de nouvelles compétences qu'on crée en fait en faisant. Mais alors se planter, c'est clair que je me suis planté souvent aussi, je pense. On a fait peut-être des mauvais choix au début, mais on arrive à corriger le tir. Et puis je dirais avec l'implication de chacun, avec le travail de chacun, ça nous permet de corriger les petites choses et puis d'arriver à terme à quelque chose qui rend pas mal. Bon, on a en discuté en off, créer une application dans le canton de Fribourg qui est téléchargée plus de 100 000 fois. Pour moi, c'est quand même déjà remarquable, parce que je ne pense pas qu'il y en a énormément qui l'ont fait. Je voudrais revenir là-dessus, justement, sur un peu la création de Frapp, qui s'est fait en 8-10 mois, quelque chose comme ça. 2 mois, tu étais du coup impliqué dedans à fond. Est-ce que tu as justement, peut-être aussi pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire lancer une app? Qu'est-ce que c'est par quoi tu es passé? Et puis des anecdotes aussi sur la création de Frapp.
Alors, je pense que lancer une app, c'est déjà beaucoup de boulot. Et ce qui est primordial, je pense que c'est de bien s'entourer. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé le business plan environ une année avant que Frapp voit le jour, j'avais aucune vraiment connaissance, justement, journalistique, ni technique, ni autre. Et puis, moi, je commence depuis vraiment ma feuille blanche, j'essaie d'abord de lui trouver un nom. Après, puis je pense que c'était déjà pas la bonne idée. Il fallait d'abord parler du fond avant de parler du nom. Mais voilà, on essayait vraiment de commencer par la page de titre, ensuite un petit peu le cahier des charges de l'application. Et puis, en fait, assez vite, je dirais, après 2, 3, 4 semaines de boulot, je me suis aperçu que finalement, mon business plan, il était un peu vide. Parce que dans la partie technique, j'avais absolument aucune idée qu'est-ce qu'il fallait mettre, comment est-ce qu'il fallait développer. Je ne connaissais pas du tout le code, je ne connaissais pas du tout même le vocabulaire technique. Donc, je trouvais que c'était hyper important de bien s'entourer. Et puis là, j'ai eu la chance d'avoir un super informaticien à la radio qui nous a vraiment beaucoup aidé pour le développement, surtout du back-end. Et puis après, on a engagé aussi un développeur web, un développeur d'application. Et puis cette personne nous a aussi beaucoup apporté dans cet aspect technique-là. Ouais. Et puis ensuite, il y avait tout ce qui était rédactionnel. Moi, je disais, mais qu'est-ce qu'on va mettre comme contenu tous les jours? Alors, on a la chance à Mediapark d'avoir Radio Fribourg et la télé, qui sont d'ailleurs les deux actionnaires de Frapp. Et puis, on avait accès à tout ce contenu aussi journalistique, mais qui était des fois, par exemple, pour la radio, pas assez mis en valeur à mon sens, parce que la radio, il faut savoir que c'est un média linéaire. Donc voilà, on le dit au micro, et puis après, ça disparaît un petit peu dans la nature. Ouais. Il y a certaines émissions ou autres qui sont podcastées, qui sont archivées, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne se retrouvaient pas, et du travail fait par les journalistes qui finalement qui disparaissaient dans l'air. Donc ça, c'était super. On a dit, avec Frapp, on va en fait valoriser tout ce contenu. On va à la fois recycler le contenu de la radio, mais surtout le valoriser et puis permettre aussi à tous les journalistes qui ont fait des articles, qui ont été voir des personnalités dans le canton, de pouvoir avoir ça sur papier, online, et puis ad aeternam, quoi. Et puis ça, du coup, c'est, je pense, aussi hyper important. Puis c'est là-dessus aussi la grande force de Frapp. Donc voilà, on a eu tout ce contenu journalistique où c'était vraiment important de s'entourer. Et puis ensuite, on a eu un peu tout cet aspect de commercialisation aussi et digital, quoi, parce que voilà, on se lançait dans le numérique. Il faut bien avoir un business model qui tourne aussi derrière. Il faut avoir un business model qui tourne, ouais. Nous, on faisait de la vente radio, de la vente télé, mais on ne faisait pas de vente numérique. Donc là aussi, c'est un vrai défi. C'est un défi de se renseigner, c'est un défi d'aller un petit peu benchmarker qu'est-ce que font les autres, c'est un défi de prendre contact avec plein de fournisseurs potentiels, de plateformes qui nous permettent de manager nos ads, nos publicités. Et puis, voilà, à force de travail, on trouve la bonne voie vers laquelle se diriger. Et puis, finalement, on met un peu toutes ces pièces du puzzle ensemble, la rédac, la technique, la commercialisation. Et puis, on voit que notre app, elle commence un petit peu à prendre forme. Ouais, et puis, alors, c'est aussi d'un point de vue vraiment personnel par rapport aux médias. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, pas si facile à gérer ces dernières années, c'est qu'avant, les médias étaient bien séparés. Il y avait l'audio, il y avait le visuel à la télé qui était dans une boîte noire qu'on avait dans le salon. Il y avait les podcasts, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, justement. Et puis, les formats ont tendance justement à se rapprocher, à se mélanger. La radio devient filmée, la télé devient audio. Frapp, du coup, prend un peu l'ensemble de ses contenus. Donc, c'était aussi, je pense, bien joué d'avoir une application dans la poche aussi, parce que moi, je suis le premier consommateur, justement, d'informations. C'est autant dans le bus ou rapidement le matin, juste pour avoir l'info, etc. Donc, ça aussi, est-ce que ça a été bien accueilli au début? C'était compliqué justement de faire comprendre ce mélange des médias, qu'on allait récupérer aussi des informations chez l'un, chez l'autre, puis parce qu'aujourd'hui, vous avez un contenu hyper riche, ça c'est, je pense, la première chose. Puis l'autre chose aussi sur laquelle j'aimerais venir, c'est que ce que je trouve hyper intéressant sur Frapp, c'est comment vous faites évoluer l'app. Dernièrement, j'ai vu des rubriques style emploi, des choses comme ça qui sont nées. Du coup, d'avoir un média évolutif, ça c'est quand même aussi c'est assez rare, quoi, de pouvoir le faire sous cette forme-là, quoi. C'est vrai. D'ailleurs, d'abord pour la première question, je dirais que oui, ça a été assez bien accueilli, Frapp, parce que les gens à l'interne chez nous, si je parle de l'interne d'abord, ils ont ressenti justement ce besoin de mettre en commun tous les contenus qui étaient créés à Mediapark. On a construit le Mediapark en 2019, et puis pendant une année, on faisait de la radio, on faisait de la télé, et puis on se disait, mais on est pas loin, on essaye de travailler ensemble, mais on n'arrive pas tout à fait. Comment est-ce qu'on peut vraiment améliorer ces synergies? Mediapub vend principalement la radio, vend aussi un petit peu la télé, et puis
il sentait que c'était aussi un petit peu le tournant, voilà, 2018-2019. Hein. Il y avait déjà beaucoup de médias numériques, mais dans le canton, il y avait aussi encore de la place. Et puis en fait, tous ensemble, on s'est dit, voilà, je crois que c'est le moment de faire une plateforme qui nous permet d'avoir des synergies tant rédactionnelles par rapport à Radio Fribourg, la télé et même Skipper, qui est un petit média saint-ginois pour le Deutsche Freiburg, donc qu'on a récupéré. Et puis aussi Freestyle, qui était le guide culturel du canton. Donc voilà, ça c'était les 4 sociétés qu'on avait à l'interne de Mediapark. Et puis en fait, on s'est dit ensemble, voilà, on va créer une plateforme commune qui va réunir tout le contenu. Donc ça sera une nouvelle proposition à la fois pour nos utilisateurs, auditeurs, téléspectateurs. Et puis en termes de commercialisation, ça nous permet aussi d'avoir une plateforme supplémentaire sur laquelle on peut créer du chiffre d'affaires pour l'entreprise. Ouais. Donc je dirais qu'à l'interne, ça a été super bien accueilli. Et puis ensuite, à l'externe aussi, parce qu'il y avait ce besoin. Alors, c'est clair qu'on a déjà la chance d'avoir des super médias sur le canton de Fribourg, que ce soit avec le groupe Mediapark ou le groupe Saint-Paul. Ça, on a vraiment une richesse dans le canton de Fribourg qu'on ne se rend pas toujours compte au niveau des médias pour la taille de notre canton. Mais voilà, comme je disais, il y avait cette place sur le numérique à prendre. Et puis, je pense qu'on l'a pris au bon moment, ce qui a aussi participé à notre succès. Ouais, je te rejoins à 100%. Hein. Je pense que la qualité des médias pour un canton petit comme le nôtre, c'est primordial. Tu as une anecdote du lancement de cette application ou quelque chose de marquant qui a marqué un peu cette aventure? J'en ai plusieurs. La première, c'est le Covid. Parce qu'il faut savoir que on a monté Frapp, on a commencé ce business plan vraiment quelques mois avant le Covid. Et puis, du coup, on était tous déjà dans notre workflow quotidien. On avait tous déjà des tâches à réaliser. Puis, on n'arrivait pas à prendre le temps, à débloquer le temps de créer Frapp. Et puis, tout d'un coup, le Covid, il est tombé. Et puis alors là, c'était comme pour tout le monde, c'était vraiment un gros défi. Je pense que les 3 premières semaines, je n'osais même pas ouvrir mon ordinateur à la maison. J'avais peur que le virus se transmette par l'ordinateur. On était un petit peu là, quoi. Et puis après, il y a eu tous ces mois un peu de lockout où ça nous a permis de prendre aussi le temps de développer Frapp. Donc peut-être sans ça... Peut-être sans le Covid, Frapp n'aurait pas vu le jour ou beaucoup plus tard, et puis peut-être pas de la même manière, parce que ça nous a permis de prendre vraiment du temps aussi pour la création, pour dire voilà, qu'est-ce qu'on veut que ce média devienne. Donc ça, c'est le seul point positif du Covid. Parce qu'après, du coup, lancer un média numérique qui est rentabilisé uniquement par la publicité. En période Covid, quand toutes les entreprises sont fermées, la commercialisation sur les premiers mois, c'était vraiment quelque chose de très, très, très compliqué. Mais voilà, on croyait en le projet, puis du coup, c'est ce qui nous a permis de le lancer. Et puis, la deuxième anecdote, c'est plutôt une anecdote chouette. Je me rappelle toujours de la soirée, la veille du lancement de Frapp. On était tous dans la newsroom de Mediapark avec les développeurs, les journalistes, l'équipe de Mediapub qui commercialise Frapp, l'équipe marketing et autres. Et puis, on était dans un mélange d'euphorie, d'excitation et puis vraiment de peur à la fois parce qu'on se disait mais est-ce que ça va donner? Pour l'instant, on est que sur des versions test. Demain, c'est vraiment en live. Qu'est-ce que ça va donner? Et puis du coup, on a un peu dédramatisé cette soirée. On a fait une jolie fête. On a commandé des burgers, on a ouvert des bouteilles de champagne. On était peut-être même un peu plus que 10 dans la newsroom, mais on essayait de garder un petit peu les distances. Et puis voilà, on a fait une grosse soirée, puis ça nous a vraiment aussi rapprochés, vraiment en mode start-up, alors qu'on est quand même dans une grosse entreprise à Mediapark. Mais voilà, on était une 10, 15, on était vraiment hyper soudés. Et puis on a peut-être fini à 2 heures du mat. Et le lendemain, on était tous là à 6 heures pour appuyer sur le bouton on. Trop bien. Ouais, c'est des belles histoires. J'ai déjà entendu plusieurs fois, et nous-mêmes, on l'a expérimenté à l'agence dans cette période un peu Covid, etc., où il y a des projets qui se sont lancés parce qu'il y avait tout d'un coup des priorités qui n'étaient plus les mêmes, il y avait plus de temps qui était libéré à gauche, à droite, donc du coup, si on peut en prendre du positif, tant mieux, quoi. C'est important. On parlait avant des médias, de la télévision, de la radio. Il y a évidemment aussi les autres médias qui sont le côté réseaux sociaux. Frapp se positionne un peu justement entre tout ça, va tirer un peu du contenu à gauche, à droite. Comment Frapp aujourd'hui peut
se positionne par rapport à tout ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux, par rapport à, je pense, au rôle que les réseaux sociaux attirent vers l'app ou vice-versa. Comment vous positionnez par rapport à ce qui se passe, autant d'un point de vue de l'information, comment elle est traitée, comment est-ce qu'elle est vérifiée, comment vous faites tout ça? Déjà, je pense qu'aujourd'hui, on peut pas lutter contre Meta, on peut pas lutter contre les réseaux sociaux. Donc, on doit plutôt en tirer parti, on doit plutôt travailler intelligemment avec. Ouais. Et puis, c'est vrai que nous, c'était plutôt notre force, les réseaux, parce que justement, dès qu'on a lancé Frapp en plein Covid, les gens étaient tous sur leur smartphone, quoi. D'ailleurs, on voit, il y a beaucoup d'entreprises qui ont commencé à se digitaliser depuis le Covid, quoi. Nous, c'était notre souhait de se lancer dans le digital. Donc, les réseaux, ça nous a vraiment permis de les utiliser correctement et puis de faire tout de suite grossir la communauté Frapp, d'acquérir beaucoup de téléchargements parce que les gens voyaient passer sur leur feed Instagram ou leur feed Facebook des articles de Frapp qu'ils ne connaissaient pas vraiment. Heureusement, on avait déjà les comptes réseaux sociaux de Radio Fribourg qui nous permettaient de poster les articles Frapp avec déjà des grosses communautés qui étaient déjà bien engagées. Et puis, en fait, ça nous a drainé vraiment beaucoup de monde sur l'application. Ça nous a permis d'avoir beaucoup de téléchargements déjà en peu de temps. Donc ça, c'était la première force des réseaux quand on a lancé Frapp. Ouais. Maintenant, on les utilise complètement différemment. Maintenant, on crée le contenu pour notre application et puis après, on diffuse tous ces contenus créés, tous ces articles sur les réseaux pour en fait amener les gens sur Frapp. Parce que c'est clair que nous, la finalité, les réseaux, on ne gagne pas du tout d'argent avec ça. Pour qu'on gagne de l'argent, nous, on a besoin d'avoir beaucoup de monde sur l'application. On a besoin que beaucoup de monde consulte nos articles. Et puis, en fait, on voit que c'est clair qu'avec Facebook et Insta, ça nous draine beaucoup de monde chez nous. C'est même encore, je dirais, aujourd'hui, je pense 40% de l'audience quotidienne qui vient des réseaux sociaux. Ouais. Donc, c'est quelque chose de vraiment très important. Intéressant. Juste quand même expliquer aux personnes qui nous écoutent, le modèle, justement, Frapp est gratuit. Ouais. Donc, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de... on ne doit pas payer pour entrer ou pour lire les articles. Et puis, donc, la rémunération, elle se fait via les ads qui sont placés entre certains articles. C'est un modèle qui est particulier parce que, du coup, effectivement, c'est l'audience qu'il y a sur l'application qui donne... qui fait que la visibilité de la publicité donne le chiffre d'affaires, entre guillemets. C'est ça. C'est exactement ça. Puis en plus, là-dedans, nous, c'est encore rajouté plein de défis. D'abord, on a décidé de lancer Frapp gratuitement parce que d'une certaine manière, les gens payent déjà l'information qu'il y a sur Frapp. Il faut savoir que, je ne sais pas, peut-être 70 ou 80% du contenu de Frapp est créé par Radio Fribourg ou la télé. Ouais. Et puis, tout le monde, tout un chacun paye déjà cette redevance de Serafet, anciennement Bilag. Donc, cette redevance, elle sert en fait à créer les informations aussi pour Radio Fribourg et puis pour la télé. Donc, nous, on s'est dit, l'utilisateur, finalement, il paye déjà pour la création de ces informations. Donc, on va plutôt lui les mettre à disposition gratuitement sur Frapp au lieu de refaire payer le consommateur qui a déjà payé pour la création de l'article et de l'information radio. Donc, ça, c'était la première chose. C'est ce pourquoi aussi Frapp a été gratuit dans un premier temps. Maintenant, la rédaction de Frapp se développe aussi en elle-même et autres. Donc, on pourrait éventuellement revoir le modèle, mais c'est encore pas d'actualité. Et puis, la deuxième partie, c'est que, nous, on a dit, on veut faire une application fribourgeoise par les Fribourgeois. Et puis, on a envie vraiment de travailler avec cette économie locale, avec le public, le peuple vraiment du canton de Fribourg. Et puis, on a dit, on veut vraiment, 80% minimum de publicité fribourgeoise sur l'application. Okay. Donc voilà, nous, si vous venez sur Frapp, vous verrez relativement peu de publicité nationale, vous verrez peu de pubs Booking, EasyJet et autres, parce qu'on essaye de rester le maximum fribourgeois. Ouais. On l'ouvre un tout petit peu au national, parce que là, on est vraiment payé au clic. Mais nous, ce qu'on vend à nos clients, c'est plutôt un nombre aussi un nombre de vues par semaine, par exemple. Mais en fait, si on a beaucoup de monde un jour, mais qu'on n'a pas assez de clients sur l'application, vu que le marché national ne va pas arroser, ça ne va pas beaucoup mieux nous payer. Ouais, donc nous, c'est un calcul vraiment qui est fait sur l'année. On sait qu'on doit vendre tant de vues à nos clients fribourgeois par mois pour pouvoir survivre. Ouais, ok. Donc, hyper intéressant parce qu'alors là, encore, félicitations, mais vous rajoutez un challenge énorme de rester cantonal.
ça fait partie un peu de la question que je me posais justement parce qu'il y a du contenu justement national, il y a du contenu, c'est normal aussi, on est intéressé aussi par ce qui se passe en politique, au-delà de nos frontières. Mais c'est vrai que de rester, comme tu dis, dans le cantonal, ça ferme quand même la porte à beaucoup de potentiels clients et de développement. Mais peut-être c'est aussi ça qui fait je me rends pas compte d'un point de vue de vos clients. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens hors canton qui téléchargent l'app ou est-ce qu'il y a est-ce que c'est une app qui est en train de partir vers la Suisse romande et puis il y a des gens aussi qui la prennent ou on est vraiment sur un truc, c'est vraiment une app très cantonale et puis c'est 80% de la clientèle qui est cantonale. On est vraiment, on dit plutôt régional que cantonal. Pardon. on est régional, voire supra-régional. Ouais. On a peut-être 7-8% de nos utilisateurs qui sont hors canton. Mais le gros focus, vraiment, il est dans la région, dans le canton de Fribourg. Et puis ça, c'est vraiment aussi notre souhait. Donc voilà, nous, on voit qu'un utilisateur genevois, vaudois ou neuchâtelois, il a quand même moins d'intérêt à venir sur Frapp parce que lui, ce qui se passe à Estavanance, à Romont ou à Estavayer, il n'a pas d'intérêt, quoi. Mais c'est, je pense, ce qui fait la force justement de Frapp, c'est que on va pas réussir à concurrencer les gros players suisses romands. Il y en a beaucoup. Il y a déjà une super offre. Il y a des médias qui sont bien plus évolués que nous, avec beaucoup plus de ressources aussi, que ce soit techniques, financières ou autres. Donc nous, on se dit, voilà, notre cœur business, c'est vraiment celle canton de Fribourg. Nous, on veut parler aux Fribourgeois. Et puis, c'est, je pense, ce qui fait la force de Frapp. Peut-être juste pour parler un petit peu chiffres et pour aussi que les gens comprennent Mediapark, Frapp. Combien de personnes il faut pour faire tourner une application comme ça? Peut-être aussi qu'on ne se rende pas compte aussi dans peut-être la télé ou la radio. Mediapark, aujourd'hui, ça représente combien d'emplois, combien de personnes? Alors, je dirais qu'à Mediapark, on est environ une septantaine en fixe quand même, à peu près 50 à la radio, une dizaine à la régie publicitaire, une dizaine à Frapp proprement, et puis aussi peut-être 10-15 personnes à la télé qui est légèrement externalisée de notre groupe, on va dire. Mais du coup, ça représente quand même 8 ans d'emploi en fixe et peut-être une quarantaine de freelance, de pigistes qui viennent bosser le week-end ou bien pour couvrir le sport, par exemple, sur le canton de Fribourg. Après, on divise toute cette équipe en deux. Parce qu'on a les francophones et on a les germanophones. Bien sûr. Et vu qu'on crée le contenu justement qui est créé en gruyère, il va peut-être moins intéresser les Saint-Ginois, et le contenu qui est créé en Saint-Gine, il va moins intéresser les gruyériens. Encore une complexité. Plus, donc, c'est vrai que nous, on doit presque doubler tous les postes, à part quelques postes administratifs et techniques, où là, finalement, c'est un langage. Le reste, on doit doubler à peu près tous les postes, quoi. Donc, voilà. Ouais, sacré challenge. Après, on va faire une petite pause, mais on a encore quelques minutes. Du coup, maintenir le lien fort avec Fribourg. Du coup, cette équipe, donc aujourd'hui, tu es directeur de tout ce de Frapp. Ça sous-entend énormément de challenges. Comme tu l'as dit au tout début, l'expérience, elle est venue aussi... le poste est venu par l'expérience et par aussi le travail que tu as accompli. Peut-être que j'aimerais bien aussi partir un petit peu sur le côté management, le côté un petit peu... qu'est-ce que c'est d'être directeur d'une structure comme ça? Tu as nommé avant le groupe Saint-Paul, qui est, on va dire, l'autre groupe médiatique, du canton. Pour toi, aujourd'hui, le challenge, c'est quoi le plus gros challenge en tant que directeur d'une structure comme ça? Actuellement, le plus gros challenge, c'est le changement. Parce qu'on voit que les médias, ça migre, ça évolue. Il y a l'intelligence artificielle qui vient aussi un petit peu tout bousculer. Je pense que nous, le plus gros défi actuellement, c'est le change management. On voit que les modes de consommation de nos utilisateurs, de nos auditeurs et de nos téléspectateurs changent aussi. Maintenant, ils sont tous sur un contenu on-demand. Donc, ça veut dire qu'ils ont envie d'avoir l'information, que ce soit sur leur téléphone ou à la radio, quand ils ont envie. On ne peut plus leur imposer, il faut écouter la radio à 18h ou regarder la télé à 18h. Enfin, actuellement, on peut encore le faire, mais je pense que dans 5 ou 10 ans, ça sera différent. Donc, on doit aussi réussir à faire comprendre ça déjà chez nous, à l'interne. Ça, c'est un de nos gros défis. Et c'est pour ça aussi qu'on est dans un processus un peu de relaunch, où on va repenser un petit peu tous nos contenus, autant sur la manière de la faire, mais surtout sur la manière de la distribuer. On a la chance à Mediapark d'avoir justement ces différents canaux, que ce soit TV, radio
ou application. Donc, ce sera à nous d'être malins et puis d'arriver à répondre un petit peu à ce nouveau mode de consommation. Et puis ensuite, tu cites le groupe Saint-Paul. Le groupe Saint-Paul, alors c'est à la fois nos concurrents, puis à la fois nos partenaires aussi, parce que voilà, on travaille beaucoup avec eux, on parle avec eux, on a un peu les mêmes défis sur la commercialisation aussi, qui est l'autre gros défi. Et puis, ce groupe Saint-Paul, on doit aussi travailler de manière maligne. Actuellement, on est 2 groupes séparés. L'avenir, on ne le sait pas. Ouais. On a, comme je disais au début du podcast, la chance d'avoir une variété de médias sur le canton de Fribourg forte, mais avec ce qui se passe aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle aussi, avec les grands groupes médias suisses, peut-être que l'avenir il sera commun, parce qu'on se dit peut-être qu'au lieu de se faire de la guerre et de perdre les deux, enfin plutôt d'être concurrents, je dirais, que de se faire la guerre, peut-être qu'on a meilleur temps de s'unir pour réussir à garder un ou des médias forts dans le canton de Fribourg. Peut-être pour venir sur le sujet un petit peu de l'information. Ouais. Tu t'en parlais avant, l'IA qui est en train qui est la nouvelle révolution qui est en marche. Comment est-ce que vous l'intégrez? Est-ce que c'est un sujet permanent? Comment aussi, quelle est ta vision en fait de cette évolution-là avec ces outils qui sont en train d'émerger et puis l'information qui doit être prise, vérifiée, etc. C'est ça. C'est vrai que l'IA, il y a plusieurs caractéristiques. Nous, on peut l'utiliser et ça nous permet aussi de gagner du temps sur certains points. On a fait une charte à Mediapart sur quelle utilisation on avait le droit de faire de l'IA. Nous, on utilise l'IA actuellement pour typiquement retranscrire un audio à un texte. Ouais. Parce que ça, c'est vraiment un gain de temps pour nos journalistes. Ça veut dire que le travail journalistique, il a été fait en audio. C'est notre vrai journaliste qui a été créé l'information dans le canton de Fribourg. Et ensuite, par contre, juste pour gagner du temps, au lieu que le journaliste en question réécoute 10-20 minutes d'interview, on le met dans l'IA. Le journaliste vérifie toujours tout ce qui est marqué. Après, avec des bons prompts maintenant dans l'IA, on peut vraiment dire à l'IA, tu ne changes pas du tout un mot de ce que j'ai dit. Tu écris de manière factuelle. Donc nous, ça, c'est un petit peu l'utilisation qu'on en fait de l'IA. Et je pense que ça va nous permettre de gagner du temps aussi et puis d'optimiser un peu la façon dont on travaille. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Et puis la deuxième partie, on doit plutôt lutter contre et puis faire attention. Faut savoir qu'aujourd'hui, l'IA ne crée pas d'informations véridiques. L'IA, soit elle crée une invention, donc on peut lui dire crée-nous une actualité du canton de Fribourg et autres, mais elle va l'inventer si nous on n'est pas derrière pour la créer vraiment. L'IA, elle va pomper les informations sur les sites qu'elle trouve. Mais actuellement, dans le canton de Fribourg, justement, on disait des groupes presse, il n'y en a pas 50. Les gens qui font de l'information sur le canton de Fribourg, il n'y en a pas 50 non plus. Donc, en fait, nous, on va plutôt, malheureusement, je dirais, nourrir l'IA qui va venir, en fait, chercher les contenus qu'on fait. Ouais, ok. Je dirais que le deuxième volet de l'IA, c'est plutôt sur la création du contenu. Alors nous, pour la création du contenu, on ne l'utilise pas. De un, parce que l'IA, elle ne peut pas se déplacer dans le canton de Fribourg pour nous, pour aller créer une information. Et nous, on ne peut pas non plus dire à l'IA de nous dire, de nous écrire la news sur le conseil général de Fribourg, parce qu'il n'y aura pas 50 médias qui vont être mis là-bas. Quelque part, quoi. Elle doit être nourrie quelque part, cette IA. Et puis nous, on va plutôt, du coup, nourrir l'IA. Moi, j'allais tourner ça dans l'autre sens, en fait. On en discutait aussi en off. Il y a des technologies qui sont en train d'arriver avec l'IA où on voit maintenant, typiquement dans les voix off cinéma, justement, les signatures vocales qui sont prises et puis qui permettent de faire des films. Il y a maintenant même des journalistes qui sont filmés avec plein de mimiques. Et puis, en fait, derrière, c'est le script texte qui donne l'image 3D du journaliste. Donc, on voit, il y a plein de médias qui commencent à utiliser ça. Il y a des groupes comme Meta ou X, pour ne pas les citer, avec les élections américaines qui reviennent en arrière sur l'analyse des informations et qui laissent aussi beaucoup plus de place à l'IA. On voit aussi que tout ça est en train de se mondialiser au final. Enfin, ce qui arrive chez les voisins arrive chez nous peut-être avec 5 ans de retard, mais ça arrive quand même. J'aime bien quand tu défends le côté... qu'une IA ne pourra pas aller dans la commune du coin, aller récolter l'information précise et tout ça, c'est une vérité. Puis après, au final, je pense que quand tu dis on passe un audio à un texte, c'est au final l'utilisation pour simplifier peut-être une tâche à valeur pas maximale. Donc,
potentiellement pour créer peut-être un meilleur contenu, plus de contenu, pour pouvoir aussi diffuser une information plus rapidement. Et puis donc au final, c'est une optimisation. Et puis je pense que c'est comme ça que vous l'utilisez aussi. Et puis, Et puis, je pense que le deuxième volet de l'IA, c'est aussi là-dessus qu'on doit faire attention. On a vu qu'il y a pas mal de contenus que nous, on a créés, qui ont été repris dans d'autres médias, mais qui ont été un petit peu détournés. Ok, intéressant. Je prends l'exemple de quelque chose que l'IA ne pourra jamais faire. L'IA ne va jamais aller commenter les matchs de Fribourg-Gotteron à notre place. Nous, la radio, on le fait depuis plus de 20 ans, peut-être même depuis plus de 30 ans maintenant. Et on voit qu'il y a pas mal d'interviews de nos journalistes, qui sont des interviews pourtant audio, qui passent dans la radio linéaire, qui ne sont même pas podcastées, et en fait qui sont reprises dans des grands titres romans ou nationaux le lendemain. Et puis ça, on se dit, mais ça, c'est quand même pas normal. Il n'y a pas un journaliste dans un autre groupe média qui écoutait la Radio Fribourg en linéaire à 23h et puis qui a retranscrit les propos de notre journaliste. Non, donc on sait que c'est une IA qui vient chercher le contenu, qui scrolle ce qui se fait dans tous les médias et puis en fait qui compose un petit peu l'information comme ça. Et puis ça, c'est quelque chose dans laquelle il faut faire attention. Alors nous, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas. Nous, on fait de l'information fribourgeoise et vu qu'on est très peu de groupes de presse à faire de l'information fribourgeoise, on sait qu'on va de toute façon pas pouvoir aller on va dire pomper l'information ailleurs. Donc nous, l'information qu'on fait, c'est nos journalistes qui l'ont fait, c'est une information qui est vérifiée, qui est véridique. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et maintenant, ce qu'on doit faire attention, c'est justement lutter contre cette reprise d'information, contre la désinformation aussi, parce que ça arrive que voilà, quand on demande à une IA de nous faire un article sur la base de quelque chose, si le prompt il n'est pas tout à fait correct et autres, l'IA peut vite agrémenter un petit peu l'information à sa sauce pour rendre le texte un peu plus lisible. Donc ça, on doit faire aussi attention à si on est repris, parfois on est cité, parfois on n'est pas cité, mais aussi si on est cité, on doit bien contrôler que ce qui a été dit dans ce média-là est correct aussi ou pas, quoi. Hyper intéressant. C'est un sujet hyper vaste. L'IA, il y a... nous, on voit aussi maintenant les visios, on récupère aussi l'audio pour en faire des scripts, pour pouvoir après aider à la mise en place des projets, pour savoir aussi qui a dit quoi, qui s'est engagé à quoi. Enfin, au final, tout ça est lié autant le monde du travail que l'information, que les médias. Donc, sujet hyper vaste, enfin, il y aurait 1 milliard de choses à dire encore là-dessus. Peut-être pour revenir à Frapp, à Mediapark aussi. Toi, aujourd'hui, tu es quand même un directeur jeune. Comme toi, hein. Oui, mais enfin, merci, on va dire qu'on est encore jeune. C'est quoi personnellement, c'est quoi ton plus gros challenge ou tes plus gros challenges au quotidien? Je parle de notre jeunesse, entre guillemets, on a plus 20 ans, mais dans le sens que moi, je sais que ça a joué aussi quand j'étais plus jeune, c'était plus compliqué à me faire respecter dans la vingtaine, ou etc., ou le management, les équipes, les challenges. C'est quoi vraiment, toi, ton cheval de bataille au quotidien? Je pense que le plus gros défi pour moi, ça a été de maîtriser mes émotions et puis de faire la part des choses. C'est vrai qu'au début de Frapp, au lancement, j'ai vite eu beaucoup de responsabilités d'un média. Donc, c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas vraiment. À la base, moi, je suis ébéniste. Après, j'ai fait une maturité. Après, j'ai fait une formation dans le marketing et autres. Mais c'est vrai que j'ai cette expérience de Radio Fribourg, mais je ne connaissais pas vraiment les médias numériques et autres. Je ne connaissais pas non plus... qu'est-ce que ça faisait d'avoir une plateforme qui était online 24 sur 24, et 7 sur 7. Donc ça, c'était aussi quelque chose qu'il a fallu apprendre à gérer avec toutes les frustrations et les peurs qui vont avec. Je me rappelle, quand on a lancé Frapp, peut-être 1 mois après, c'était un dimanche matin, j'ai un numéro que je ne connais pas qui m'appelle, je réponds, c'était l'avocat d'un restaurateur du canton de Fribourg. Et puis là, je dis, OK, oui, bonjour Maxime Sédou. Et je lui réponds et puis il me dit, Monsieur Sédou, vous avez fait un article sur Frapp qui met en danger mon client. Puis moi, je dis, mais comment est-ce que nous, on peut mettre en danger votre client? Et puis il dit, voilà, mon client, il est fermé du 7 au 14 dans le canton de Fribourg, et puis vous avez fait un article, vous avez dit qu'il était fermé du 14 au 21. Donc cet avocat, il me dit, voilà, comment on fait pour la perte qui peut être engendrée pour mon restaurateur si pendant une semaine où on est ouvert, il n'y a personne qui vient, et puis une semaine où on est fermé, il y a du monde qui vient. Il dit, il y a une grosse perte financière, comment est-ce qu'on règle ça? Donc ça, voilà, c'est des défis auxquels il faut apprendre à faire face, et puis c'est des défis qui font peur au début, et puis finalement, on voit que
par chance, c'est souvent plus un peu de l'intimidation qu'une vraie mise en cause. Ouais. Et puis là, moi, j'ai tout de suite essayé de calmer le jeu avec ce monsieur, et puis je lui ai expliqué qu'on allait faire un article, un erratum, donc qu'on allait dire que, pardon, on s'est planté, ce bistrot, il est bien ouvert et tout, et puis ça nous permettra même de refaire un article une fois pour le mettre un petit peu en valeur, pour s'excuser encore un petit peu. C'est quelque chose qui arrive une fois par année, ou c'est quelque chose qui est fréquent, ce genre de... Alors, c'est parce qu'effectivement, alors là, on revient sur contrôler l'information, pas se planter dans les dates. Mais effectivement, ça doit être des pressions assez fortes. C'est une pression assez forte qui arrive de temps en temps, je dirais une fois tous les 2-3 mois. Okay. Alors, c'est pas toujours un avocat qui nous appelle, mais voilà, où il y a quelque chose qui remet en cause le média, et puis où c'est au responsable de prendre la parole et de se positionner. Ça arrive peut-être tous les 2-3 mois, je dirais. Tu arrives à bien déléguer, à mettre les personnes dans leur zone de génie. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend avec l'expérience. Au début, on a une tendance à vouloir tout faire nous-mêmes. On croit que... moi, il m'a fallu des années pour apprendre à faire confiance, déléguer, accepter que ma manière de faire pouvait être pas forcément la bonne. Ça, c'est quelque chose que tu arrives à faire aujourd'hui. Ça résonne beaucoup, moi, ce que tu dis, parce que au début, au lancement de Frappe, c'était un petit peu la même chose. Moi, je voulais tout faire. Je voulais même maîtriser complètement la chaîne d'information, la ligne éditoriale et autres. Et puis, en fait, ça, Maxime, c'est pas ton boulot. Il y a des professionnels pour là. On a des journalistes, on a des rédacteurs en chef, des chefs d'édition. Donc ça, c'est pas ton boulot. Et puis, il faut réussir à se détacher de ça, se dire, OK, moi, ce que je dois faire, c'est bien m'entourer. C'est trouver la bonne personne qui a les compétences pour mener cette tâche-là à bien. Et puis, c'est vrai qu'au début, quand tu es entrepreneur, alors moi, je ne suis pas entrepreneur, je suis directeur, mais finalement, en termes d'implication, j'avais vraiment l'impression d'être entrepreneur. Et puis, c'était trouver la bonne personne et puis lui déléguer ses compétences. Je pense qu'il m'a fallu, honnêtement, 1 année ou 2 pour le faire. Au début, toujours la même chose, on a la tête dans le guidon, on bosse. Puis finalement, en fait, on perd du temps, on perd de l'énergie parce qu'on prend des heures pour faire quelque chose qu'un professionnel fait des fois en 10 minutes. Donc, cette délégation de compétences, elle est, je dirais, hyper importante dans une des clés. Tu disais avant que tu viens du ébéniste à la base et tout ça. Et puis, je pense que on ne se rend pas compte à quel point des fois c'est des forces en fait de ça. Parce que si moi je vois graphiste de métier, j'ai eu des réflexes de graphiste pendant j'en ai encore évidemment parce que je manage mes projets, mais quand tu as été formé à faire quelque chose d'une certaine manière, puis que tout d'un coup, effectivement, il y a une équipe autour de toi, et puis qu'il faut apprendre à donner, faire confiance, et puis tu peux... C'est pas possible. Enfin, ce serait surtout une erreur de vouloir structurer la chaîne de production de A à Z tout seul, et puis de suivre... déjà, c'est comment guider un bateau dans le brouillard en voulant être en haut du mât, plus ramer en bas, plus encore dire dans quelle direction on prend le vent. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et puis, c'est vrai qu'il y a des choses qui s'apprennent dans les cours de management et autres. Puis après, il y a aussi la réalité du terrain. Et puis celle-là, elle est souvent un peu plus compliquée que ce qu'on t'a dit au cours. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai une petite anecdote avec ça. Moi, je suis quelqu'un qui a un management, je pense, assez bienveillant. Je prends du temps. Humain. Très humain. Je prends pas mal de temps avec mes équipes pour discuter quand ils en ont besoin. Et puis, ce qui est aussi important, je pense que c'est de valoriser nos équipes. C'est quelque chose qui est des fois difficile à faire au début parce qu'on a envie d'être valorisé soi-même. On a envie que les gens nous disent c'est bien ce que tu as fait. Mais en fait, on remarque que nous, de toute façon, on ne peut pas mener le bateau tout seul. Donc, on a besoin de toute une équipe. Donc, c'est important aussi de le rendre, je pense, à nos collaborateurs et puis de bien les valoriser. Et puis après, je dirais qu'il y a l'autre point où c'est d'arriver à impliquer ses collaborateurs. Parce que ça, c'est aussi important parce que eux, finalement, à la fin du mois, ça ne change rien si le média il fonctionne bien ou pas. Mais par contre, si on les implique bien, on voit que ça crée vraiment une super cohésion. Et puis, si tout le monde croit en le produit, on voit que ça le tire vers le haut. Clairement. À Frappe, on a eu, je ne sais pas, maintenant depuis 4 ans, peut-être une vingtaine de personnes différentes avec les stagiaires qui tournent et autres. Et puis, en fait, on voit que chacun amène sa touche sur notre média. Et puis, si on laisse une certaine liberté à chacun de nos collaborateurs pour amener ce qu'il aime, on voit que la personne se sent beaucoup plus impliquée parce que c'est humain. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Et puis sur les choses qu'on aime, on va mettre beaucoup plus de cœur, d'envie et le résultat finalement il sera beaucoup mieux. Donc voilà, il y a toute cette implication qui est super importante. Et puis
Après, je dirais qu'il faut aussi, par contre, puis c'est là aussi où des fois c'est difficile quand je dis que j'ai un management bienveillant humain, c'est quand même réussir à mettre des limites, à dire parfois stop, même si on n'a pas toujours raison. Des fois, il y a des choses qu'un directeur ou autre, il doit faire. Et puis moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, c'était que je ne sais pas, il y a peut-être 2 ans en arrière, on avait un groupe d'entrepreneurs, un club service qui venait visiter Mediapark en fin de journée. Et puis, voilà, donc normalement, c'est quelque chose qui est hyper organisé chez nous. Et puis là, ce jour-là, je vais à 13h30 à la cafétéria et puis je vois que les gens ils sont venus, ils ont mangé et que c'est vraiment un peu en bordel. Et puis, j'ouvre les frigos, je vois qu'il n'y a pas de boisson au frais. Et puis, je me dis, purée, dans 4 heures, l'équipe, ils arrivent, on n'a pas de boisson au frais, c'est sale et autres. 13h30, j'avais une séance. Du coup, j'étais un peu dans l'urgence. Et je reviens à 14h30 et je vais vers mon stagiaire, je dis, écoute, j'ai besoin que tu me donnes un coup de main pour remettre cette cafétéria en état, parce que dans quelques heures, il y a une équipe qui arrive, il faut qu'on mette des boissons au frais, il faut qu'on nettoie tout. Et puis, donc voilà, j'envoie le stagiaire aller chercher des boissons à la cave pour les mettre au frigo le plus rapidement possible pour qu'elles soient fraîches, pour bien accueillir nos invités. Et puis, le stagiaire remonte, il arrive, j'étais en train de passer l'aspirateur, moi, j'étais en train de donner un coup de patte sur l'évier et tout. Et puis, je vois que le collaborateur, il se sentait pas bien. Et il le fait vraiment, mais sans me regarder et tout. Puis je me dis, mais c'est un peu étrange, quoi. Et puis voilà, moi, je finis de nettoyer et tout. Je vais me préparer pour accueillir les gens. Et puis là, à ce moment-là, donc un petit peu, moi, quand j'étais en plus dans le stress, 10 minutes avant que les gens arrivent, il vient vers moi et puis il me dit, ouais, juste Maxime, je voulais quand même te dire, je l'ai assez mal pris que tu viennes me demander un coup de main. Je suis stagiaire, mais je fais un stage dans le journalisme. Je fais pas un stage dans l'événementiel. Donc le fait que tu me demandes un coup de main, ça m'a vraiment dérangé. J'espère que ça va pas se reproduire. Et puis moi, alors là, j'avais juste envie de lui dire qu'il fallait se calmer un petit peu, qu'on a tous été stagiaires à un moment, on a tous débuté, et puis même si ça fait pas partie de son cahier des charges, c'est un coup de main qu'il m'aura donné. Ça veut dire que je l'aurais valorisé, ce coup de main, de toute façon. Et puis après, c'est juste un petit peu de bon sens. Et puis lors de son entretien de départ, je me suis quand même permis de lui dire que parce qu'il y a eu ça, puis il y a eu d'autres choses, puis qu'avec cette façon de faire, ça allait être compliqué pour d'autres employeurs, parce qu'au bout du moment où nous, on était dans un style un peu start-up, puis vraiment, je vois tout on doit tous s'entraider. Et puis là, c'est clair. Dès le moment que moi, je passais l'aspirateur, je me suis dit, je peux bien lui demander un petit coup de main, quoi. J'adore, parce qu'en fait, on peut prendre beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs. C'est tout ce que tu viens de dire, ça peut ça peut parler à tous les entrepreneurs, je pense, qui nous écoutent. Vraiment, c'est hyper important. C'est impliquer les équipes. Moi, je suis 100 000% d'accord avec toi par rapport à ça. C'est-à-dire que quand les gens, là, les gens, ils ne verront pas en off, mais tu as vu comment on est arrivé ce matin. Les lights, elles étaient en place, la caméra, elle tournait. Au final, je fais mon travail maintenant avec toi, puis c'est là où elle est ma zone de génie, c'est de discuter avec toi. Mais tout ce qui était autour était en place. Puis quand tu arrives à que les gens s'approprient ce qu'ils font, s'approprient soit ton entreprise, soit ton média, soit ça c'est une perle rare à conserver. Ça se travaille. Mais dans l'image de l'anecdote que tu viens de dire, que j'aime beaucoup, moi, je pensais vraiment à équipe de foot, tout le monde. Dans le sens que, y en a qui sont bons en attaque, d'autres qui sont bons en défense. Tu vas les laisser alors un peu dans leur individualité selon les postes, mais il faut quand même penser collectif. Mais si ton gardien, il se blesse demain, et puis qu'il n'y a personne pour le remplacer, tu prends ses gants et puis tu vas dans le goal. C'est ça. Et puis je trouve que ce genre d'image, au final, pour moi, c'est un peu le Graal de l'entrepreneuriat. C'est quand je reviens exactement à ce que tu disais. Des fois, tu aimerais bien qu'on tape aussi un peu sur l'épaule puis qu'on dise, c'est quand même bien. Alors que toi, justement, tu es directeur, puis tu es en train de passer la serpillière et puis tu es en train de laver les carreaux. Mais puis après, malheureusement, comme dans une équipe, comme dans n'importe quoi, il y a aussi des personnes qui ne sont pas faites pour ces systèmes-là. C'est aussi une vérité. Moi, je lancerai jamais la pierre J'ai aussi eu des cas avec des collaborateurs qui... nous, on est une petite structure, on est une dizaine de personnes, donc le côté couteau suisse, il est là, on n'est pas 200, donc il faut passer des fois un peu d'une tâche à une autre, même si on essaie de mettre les personnes dans leur zone de génie. Mais c'est comme ça que tu avances et que tu apprends, quoi, en fait. Et je pense que c'est le plus beau quand tu peux
quitter une entreprise ou quitter un endroit, tu sais que ça tourne aussi un peu sans toi. Tu sais que les gens, les tâches, elles sont connues, elles ne seraient pas faites, par exemple, totalement comme toi tu le ferais. Mais tu sais que le cadre, il va de là à là, puis ce qui se passe au milieu, c'est à eux, entre guillemets, de gérer. Non, mais tu as exactement, je pense qu'il faut accepter des fois qu'on pense pas comme nos collaborateurs, qu'eux, ils pensent différent, mais ça veut pas dire que nous, on pense tout juste non plus. Nous, on a notre manière dans laquelle on aimerait que ce soit fait, mais ça veut pas dire forcément que c'est la bonne manière. Et puis l'autre, c'est aussi justement de faire confiance et de déléguer, comme on le disait. Je vois, moi, au début de Frappe, je travaillais 7/7 pendant une année et 2 ans. J'étais tout le temps sur l'application en train de voir les contenus qui étaient mis en ligne et autres. J'appelais tout le temps les journalistes pour dire « Ah, mais je crois que tu devrais mettre ça, je crois que tu devrais mettre ça. » Et puis en fait, maintenant, avec toute cette expérience engagée et puis le recul pris, je vois que mes week-ends, maintenant, or s'il y a des soucis ou si je dois faire du travail plutôt de représentation, j'ai mes week-ends et je fais complètement confiance à notre équipe d'édition qui va gérer Frappe durant le week-end. Et puis je sais que si on a un souci technique, parce que ça nous est aussi beaucoup arrivé au début avec Frappe, on a une super équipe de dev qu'on peut appeler tout de suite et puis qui gère le souci. Quoi. Donc, et puis tu disais avant l'expression que j'entends énormément de fois chez toutes les personnes que je rencontre, surtout dans le monde de la direction de l'entrepreneuriat, c'est la tête dans le guidon. Cette expression, je l'aime bien, c'est vraiment l'image de celui qui regarde son compteur, son volant et qui a aucune vision d'ensemble, qui est commune à 80-90% des entrepreneurs, je pense. Ce manque de vision long terme, de voir loin, de réussir à prendre du recul. Avant, on parlait de quand il y a eu le Covid, etc. On peut dire ce qu'on veut, ça a permis ça à certaines personnes. Ça a permis de lever les yeux, de se dire OK. Et je pense dans beaucoup d'entreprises, moi le premier, ça a permis de faire des changements stratégiques, de dire OK, en fait, non, la direction, on va plutôt prendre celle-là. Parce qu'effectivement, quand tu es que axé sur de la micro-tâche, du jour par jour, comment tu veux guider sur 10 ans une entreprise pour qu'elle aille vers le succès, surtout, d'autant plus dans ton métier ou dans mon métier où, entre guillemets, tous les 6 mois, grand maximum, il y a soit une nouvelle technologie, soit une évolution, soit quelque chose qui change. Donc, c'est primordial, en fait, de réussir à avoir cette vision long terme. Ouais, c'est vraiment primordial aussi de prendre ce temps pour prendre un pas de recul et puis regarder un petit peu la situation parce qu'il y a un petit peu l'action puis la réaction. Et puis quand on est la tête dans le guidon, on est dans la réaction parce qu'on n'a pas le temps d'être dans l'action. Simplement, on fait notre travail, machin, il y a un souci qui arrive, OK, on doit réagir. Ensuite, on se remet dans son boulot, il y a quelque chose d'autre, il y a une question qui arrive, on doit réagir. Et puis en fait, d'arriver à structurer un petit peu ses équipes, de faire un pas en arrière, de regarder, ça nous permet aussi, OK, là, j'ai un tout petit peu de temps pour agir et pas pour réagir. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Donc ça, je pense qu'il faut réussir à se dégager du temps, à faire confiance aux équipes. Je trouve que c'est comme ça qu'on arrive à se dégager du temps. C'est à faire confiance, puis on pas toujours en étant derrière, en contrôlant ce qu'ils faisaient. On doit faire confiance, puis après, ça nous permet de prendre le temps aussi. Je sais pas ce que tu penses, la communication juste avec les personnes. Moi, j'avais tendance un temps à des tâches. Tu donnais l'exemple avant de laver une cafette et tout ça. Nous, dans notre entreprise, c'est la même chose. Aller chercher du café, recharger, je sais pas, le papier toilette ou aller acheter, plus maintenant, mais à l'époque, acheter des timbres. Toutes ces petites choses qui sont pas forcément, on va dire, métiers. Voilà, mais qui font partie d'une vie d'entreprise. Moi, je me souviendrai toujours de personnes plus âgées qui me disaient qu'à 6 h le matin, elles venaient 1 heure avant l'entreprise qu'ouvrait pour balayer devant la porte, selon quoi encore laver la vitrine et puis allumer les lumières avant que le patron arrive. C'était aussi une génération qui... Donc tout ça existe certainement encore. Mais moi, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que des fois, on fait... mécaniquement les choses en se disant bon, soit on veut pas embêter les autres, soit ce sera mieux fait par nous-mêmes, soit on va vite le faire maintenant. Alors que si on se pose 3 minutes avec quelqu'un, qu'on explique la chose ou le besoin qu'on a, alors peut-être pas dans 100% des cas, mais dans 90% des cas, on découvre déjà qu'on a des collaborateurs qui ont des talents qui sont soit cachés ou qui seraient tout motivés à prendre plus de responsabilités dans certaines tâches. Parce que dès que tu les responsabilises, il y a aussi ce côté, ils veulent bien faire, ça devient leur tâche, leur responsabilité. Et ça, souvent, je trouve qu'on oublie de juste prendre le temps de dire, OK, ma problématique, c'est quoi? Je vais l'expliquer.
on va la processurer. Peut-être que ça ne marchera pas du premier coup. Peut-être qu'il faudra 2 fois, 3 fois. On va refaire, analyser. Puis au bout d'un moment, ça prend, quoi. La monnaie, elle prend. Tu as complètement raison. Je pense que prendre le temps de leur expliquer, c'est quelque chose de primordial. Moi, si je reprends l'exemple de cette visite de Mediapart que je disais avant, j'ai demandé à la personne qui était en charge de l'événementiel d'aller allumer les lumières des studios. Puis vraiment, cette personne me dit, mais pourquoi? Puis moi, je lui dis, c'est hyper important pour l'accueil. Il me dit, ouais, mais pourquoi on ne va pas prendre de photos? Pourquoi est-ce qu'il faut allumer des lumières? Ouais. Puis c'est là que moi, je lui dis, mais en fait, il ne comprend pas les enjeux derrière. Ouais. Je dis, voilà, moi, on a un groupe d'entrepreneurs, mais que ce soit une équipe de foot ou une troupe de théâtre qui vient, c'est la même chose. On veut que l'accueil il soit top pour que les gens qui viennent, ils aient une bonne image de l'entreprise. Puis du coup, là, j'ai juste pris le temps de l'expliquer. Je dis, mais voilà, tu vois, l'équipe, ils vont arriver. On va mettre un mode bienvenue sur l'écran. On va allumer les lumières. C'est quelque chose d'accueillant. Un studio photo, studio radio, quand il est allumé, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Les gens ils se sentent un peu spécial parce que c'est un monde dans lequel ils n'ont pas l'habitude de venir. Donc, c'est hyper important, la manière d'accueillir. Et je vois que la personne, vraiment, elle n'avait pas du tout compris pourquoi je lui demandais d'allumer les lumières. Pour elle, c'était complètement bête. Ça, vu qu'on n'allait pas prendre de photos. Et puis, en fait, j'ai pris le temps de lui expliquer que maintenant, pour toutes les visites, ça serait important que l'accueil soit impeccable, c'est-à-dire que tout soit bien rangé, que les lumières soient bien allumées, qu'on dit bonjour, que dès qu'on passe dans les différents départements pour faire la visite, on demande un petit peu aux gens de se présenter et autres. Donc voilà, cet aspect d'accueil, il est hyper important. Et une fois que j'ai réussi à convaincre cette personne que c'était la bonne façon de faire, elle était d'accord avec moi et je pense même qu'elle les accueillait d'une meilleure façon que moi. L'exemple est parfait et moi, c'est un truc que j'explique beaucoup à mes clients quand on fait du branding. Je leur dis, votre identité de marque, déjà, c'est pas qu'il y a un logo ou ce genre de choses, ça n'arrête pas justement à votre site web. On a beau, alors, dans le cas de Frappe, une application, il y a une image digitale, il y a une image qui est là, elle est propre, elle est nette, mais l'expérience qu'on va vivre quand on vient chez vous, il faut soit au minimum qu'elle représente avec une cohérence normale ce qu'on vit dans le digital. Tu ne peux pas avoir d'un coup un site ou une présence online incroyable avec des budgets de fou, puis on vient chez toi et puis la poignée de porte elle te reste dans la main et puis il y a des toiles d'araignée au plafond et puis il n'y a pas une lumière allumée. Donc c'est vraiment cette cohérence. C'est comme recevoir des invités à la maison. C'est ça. C'est la même chose. La même chose. La cohérence que tu veux, enfin l'image que tu veux représenter de ta boîte. En plus, si tu reçois des entrepreneurs, donc possible prospect, client, c'est le parcours client de l'entrée à la sortie et selon quoi encore un petit verre, etc. Mais c'est primordial. C'est ça. Mais par contre, c'est primordial dans la position qu'on a, mais on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas cette position de le comprendre. Exactement. Et c'est là où justement de se poser, d'expliquer. Et moi, je l'ai fait aussi chez moi. Des fois, au début, c'est un peu frustrant parce que tu as l'impression que ça devrait être des réflexes. Puis après, par contre, une fois que c'est approprié, en fait, c'est mieux fait que si c'était nous, quoi. Et puis, quand du coup, tu formes les gens pour cette tâche particulière, tu découvres aussi les gens qui sont faits pour et les gens qui ne sont pas faits pour. Ouais. Et on voit que certaines personnes qu'on ne soupçonnait pas du tout ont vraiment toutes les caractéristiques et puis toutes les qualités pour bien faire ça. Et puis, en fait, c'est une personne maintenant, ce qu'on appelle une personne ressource. On sait qu'on va pouvoir vraiment s'appuyer dessus pour donner de la valeur à cette tâche. Ouais. Et ça, c'est super important de la trouver en chacun. Et qui fait résonance à ton parcours aussi, parce qu'au final, c'était aussi peut-être tes qualités humaines, d'écoute, etc., qui ont fait qu'aujourd'hui, tu diriges c'est peut-être ça. Frappé, ouais. Trop bien. Bon, écoute, merci beaucoup. On arrive gentiment à la fin de notre podcast. S'il y avait un dernier message, quelque chose que tu aimerais partager, quelque chose qui est important pour toi, voilà, soit un message personnel ou autre, ce serait lequel ? C'est une bonne question. Je pense que qu'il faut avoir confiance en soi, qu'il ne faut pas croire que les autres ils sont tous meilleurs. Alors les autres ils ont des qualités différentes, mais ça ne veut pas dire qu'au fond ils sont meilleurs. Et puis que je reviendrai un petit peu avec la citation que tu m'as donnée au début, que je trouve qu'il y a une citation qui me correspond bien. C'est que si tu t'impliques et si tu travailles bien, un jour quelqu'un te donnera une opportunité. Et puis je pense que je suis 100% d'accord avec toi. Magnifique. Écoute, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Maxime. Et puis, voilà, à bientôt. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'In Progress. Si tu as apprécié cet échange, n'hésite pas à nous laisser une note ou un commentaire.
Cela aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs et auditrices. Tu peux également suivre In Progress sur mes réseaux sociaux @MaximeGremaud où je partage encore plus de contenu pour t'inspirer et t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Reste motivé, continue de progresser et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'In Progress. À la prochaine, ciao!